Il est morne, il est taciturne, il préside aux choses du temps. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. Saturne, ou Chronos, dans la partie du Panthéon que se partagent les Grecs et les Romains antiques, c'est le vieux dieu du temps, le père de Jupiter ou de Zeus, dans la partie grecque, du coup, du truc. Il est une figure qui incarne le poids, la lenteur, la mélancolie et les violences que les parents peuvent faire subir à leurs enfants. Roi des titans, chez les Grecs, Chronos, il porte la faux avec laquelle il a coupé les testicules de son père, Ouranos, avant que sa mère lui dise que, à son tour, il se fera détrôner par son enfant. Vous connaissez, chez les Grecs, quand il y a une prophétie, on essaye d'y échapper, et donc on rate, et ça s'appelle la tragédie. Hein, voilà. Et donc, à chaque fois que son épouse, Rhea, qui est aussi sa sœur, parce qu'on est toujours chez les Grecs, donne naissance à un de ses enfants, il le dévore. Donc ça commence d'abord avec Hestia, puis Déméter et Héra, puis Hadès, et enfin Poséidon. Et du coup, le sixième, logiquement, celui qu'il n'a pas réussi à bouffer, c'est Zeus. Quand il peint Saturne dévorant un de ses fils au début du XIXe siècle, Francisco de Goya ne cherche pas juste à illustrer fidèlement la légende antique. Dans le mythe, Chronos avale ses enfants pour conjurer une prophétie et préserver son pouvoir. Chez Goya, pas de trône, pas d'oracle, pas de destin. Seulement une silhouette hagarde, les yeux exorbités, la bouche écumante et qui arrache à pleines dents la chair sanglante d'un corps nu. Il ne s'agit pas d'une commande ou d'une allégorie savante qui illustrerait une réflexion de l'artiste sur la société espagnole, comme on a pu le dire parfois. C'est une fresque, peinte sur les murs de sa propre maison, parmi ce qu'on a appelé par la suite les peintures noires. Goya vieillit, il est malade, sourd, isolé, et il se rappelle avec honte et culpabilité avoir vu mourir 17 de ses enfants avant qu'ils atteignent l'âge adulte, puis 2 autres un peu plus vieux, et finalement n'avoir pu assurer la survie que d'un seul d'entre eux. Donc ce qu'il projette sur ce mur, ce n'est pas la majesté d'un dieu qui veut poursuivre son règne, mais la pulsion brute d'un père transformé en monstre, dévorant ce qu'il a engendré. L'horreur absolue de ce qui ne peut pas être raconté, c'est-à-dire le moment où il réalise qu'il s'est habitué à la violence et à la cruauté qu'il a lui-même contribué à amener dans le monde. Et c'est peut-être ça qui rend ce tableau encore plus terrifiant. Goya ne peint pas simplement un dieu antique, il peint la vérité d'un rapport de génération. Les parents finissent par dévorer leurs enfants. Pas toujours par cruauté consciente, mais parce que leur monde, leur choix, leur renoncement deviennent une violence transmise. Saturne, c'est l'image brute de ce moment où l'amour et la filiation ne suffisent plus à masquer l'absurde, où ce qu'on transmet, ce qu'on lègue, c'est de la chair abîmée dans un monde empoisonné. Le regard vide de son Saturne nous oblige à nous demander pourquoi. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? L'histoire continue de nous apporter des réponses, et même des réponses très contemporaines à cette question. En dehors de la mythologie, il existe un autre titan qui s'appelle Saturne, dans notre système solaire. 10 fois la taille de la Terre, 95 fois sa masse, 10 fois plus éloignée qu'elle du Soleil, et au centre d'un système de 274 lunes, dont une plus grande que Mercure. Et c'est aussi la planète la plus lointaine que les Grecs connaissent à l'époque. Au Moyen-Âge, les alchimistes lui associent un élément, le plus lourd qu'ils connaissent, qui ternit tout ce qui le touche, qui noircit les mains, qui alourdit les alliages et empêche la vie de s'épanouir dans les milieux qu'il contamine, le plomb. En plus d'avoir la particularité d'être le plus lourd des éléments stables, c'est aussi un contaminant toxique, neurotoxique et écotoxique, qui n'a aucun effet de seuil. Ça veut dire que même la plus petite dose imaginable de plomb dans votre sang, elle suffit déjà à provoquer des effets néfastes sur l'organisme. Et ces effets néfastes sur l'organisme, c'est pas un hasard, on les regroupe sous un nom commun, le saturnisme. En 1921, General Motors introduit le tétraéthylplomb comme additif pour améliorer l'indice d'octane. Ça rend l'essence plus performante, mais au prix d'une volatilisation massive de particules de plomb. L'industrie savait évidemment dès le début que c'était extrêmement dangereux. En 1924, dans l'usine Standard Oil de Bayway, dans le New Jersey, où on fabrique donc le fameux tétraéthylplomb qui va être utilisé comme additif dans l'essence, on remarque très vite chez les ouvriers qui travaillent à l'atelier les débuts de ce que les journaux vont appeler le Looney Gas Building Disaster. Looney Gas, c'est le nom que donnent les ouvriers à l'additif, ça veut dire le gaz qui rend cinglé. Et pour les rendre cinglés, ça va les rendre cinglés. Hallucinations visuelles et auditives, agitation extrême, comportements et paroles incohérentes, actes de violence démesurée, confusion mentale, perte de mémoire, et puis mort.
Dans l'usine de Bayway, la totalité des ouvriers vont finir hospitalisés, peut-être une centaine, et Standard Oil rend officiel 5 morts liés au travail dans la seule année 1924. Et donc on s'imagine que c'était beaucoup plus en vérité. Le New York Times et le journal de salubrité de l'industrie vont publier des enquêtes et une commission d'experts de santé publique va être convoquée en 1925 et fournir les premières preuves solides de la toxicité du produit. L'agence de santé américaine frappe du poing sur la table et dit à General Motors « On ne laissera pas passer ça. Votre produit tue des gens et va être déployé à très grande échelle dans tous les pays industrialisés du monde, c'est trop dangereux. » Ce à quoi General Motors répondra « Ouais, mais on va faire gaffe. » Et oui. Oui, non, mais oui, effectivement, oui, c'est un très bon argument, en fait. Non, mais très convaincant, effectivement. On aurait juste dû y penser, en fait, pardon. Non, mais excellente journée à vous, messieurs. Et comme vous vous en doutez, c'est pas juste 5 morts dans une usine du New Jersey, ni une erreur de jeunesse de l'industrie automobile. À partir de 1925, l'année durant laquelle cette investigation sanitaire se termine, le tétraéthylplomb se retrouve déjà dans toutes les pompes à essence américaines, jusqu'au point crucial des années 1960, période pendant laquelle chaque litre de carburant brûlé rejette plusieurs centaines de milligrammes de particules de plomb directement dans l'air que respirent les enfants, pour un total de 7 millions de tonnes de plomb disséminées directement dans l'atmosphère. Dans les années 70, plus de 90% du plomb atmosphérique dans les grandes villes européennes provenait des pots d'échappement des voitures. En 1976, on estime que chaque enfant américain a dans son sang une moyenne de 15 microgrammes de plomb par décilitre de sang. Faut savoir qu'aujourd'hui c'est passé à 1 microgramme et c'est quand même chiant. D'autant plus que le problème central dans tout ça, c'est que ces enfants, ils sont devenus adultes. Et que si vous êtes à peu près de ma génération, ces adultes, c'est vos parents. Et alors, qu'est-ce que ça change concrètement pour eux, ou plutôt, qu'est-ce que ça accentue comme différence fondamentale entre eux et nous ? Ce qu'on sait observer avec un très grand niveau de fiabilité, c'est le lien entre ce plomb et le comportement de celles et ceux qui l'ont respiré ou qui l'ont bu. Les cohortes nées pendant l'ère de l'essence plombée nous offrent un excellent moyen d'observer tout ça. Parce que même si on parle de gamins qui sont nés dans un même contexte socio-historique, on peut quand même assez facilement comparer leur exposition au plomb par rapport à l'endroit où ils habitent. Et donc quand des économistes décident d'étudier des gamins de Providence à Rhode Island pour justement croiser leur plombémie préscolaire avec leur dossier scolaire et judiciaire, ils tombent sur des chiffres assez vénères. Pour chaque microgramme par décilitre en plus dans le sang, la probabilité d'être exclu de leur établissement scolaire peut augmenter de 6,5% chez les garçons et de 9,3% chez les filles. Et la probabilité de finir en prison peut augmenter de 27% à 74% selon le modèle utilisé. Alors je précise parce qu'en disant ça, je me rends compte que ça a l'air délirant dans la formulation et du coup j'imagine qu'il y a forcément dans les gens dans les commentaires, si je dis pas ça, qui vont me dire « Ah oui, mais 74% de chance d'aller en prison, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. » Oui, d'accord, oui, évidemment que c'est n'importe quoi. On parle pas d'une chance brute ici, ça prête à confusion, mais on parle d'une augmentation relative du risque. Donc ça veut dire que si vous êtes par votre genre, votre lieu d'habitation, votre classe sociale, dans une situation où vous avez 10% de chance d'aller en prison un jour dans votre vie, mettons que 1 microgramme de plomb par décilitre de sang, ça augmente ces 10%-là de 74%. Voilà, c'est ça le calcul. Et 74% de 10%, ça fait... C'est pas difficile. Allez, les HPI là, hein, on vous entend jamais, c'est votre moment de briller, hein, et de rentabiliser vos tests à 400 balles. Ça fait 7,4%. Donc voilà, vous passez de 10% à 17,4% de chance de finir au placard. Et pour une probable de base de 4%, vous passez à genre 7%. Donc pour un microgramme, hein, on est sur un microgramme par décilitre. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, un microgramme, c'est ce qu'on a de base en moyenne tous dans notre sang. À l'époque, la moyenne, c'est 15. Et c'est la moyenne. C'est-à-dire, il y en a, c'est beaucoup plus. À l'échelle des États américains, quand on compare la décrue du plomb dans l'air et la criminalité 20 ans plus tard, on retrouve exactement la même relation. Baisse de 10% de l'exposition au plomb dans l'enfance égale baisse d'environ 8% des crimes violents à l'âge adulte. Sur la décennie 1990, période du fameux crime drop, on estime qu'entre 45 et 60% de la baisse des homicides et agressions peut s'expliquer par le retrait progressif de l'essence plombée. Et en plus, c'est pas qu'une histoire d'essence. Au début du XXe siècle, bien avant les voitures, certaines villes américaines avaient des conduites d'eau en plomb et d'autres en fer. Et résultat, à population comparable, les villes alimentées en eau via le plomb avaient en moyenne 14 à 36% de plus d'homicides, surtout quand l'eau était acide et dissolvait le métal. Même mécanisme, mêmes effets, plus de plomb égale plus de violence. Et quand on prend un peu de recul, on se rend compte que c'est pas un détail sanitaire, c'est une transformation de masse. Les enfants des années 60 et 70 qui sont ensuite devenus les adultes des années 80 et 90, ils ont grandi dans une atmosphère saturée de plomb. Ça veut pas dire que tout s'explique par ça, ça veut dire qu'une partie de ce qui nous paraît aujourd'hui absurde, violent ou déconnecté chez nos parents peut avoir une base biologique et environnementale très concrète.
En clair, on a là un cas d'école, de génération, neuro-éco-socialement modifiée. Pas seulement par l'école, la culture ou les guerres, mais par la chimie de l'air et de l'eau. C'est pas juste de l'histoire environnementale, c'est de l'histoire intime. Leur cerveau, les cerveaux de nos parents, ils ont poussé dans un bain toxique. Et ça a laissé des traces dans leur façon de réguler la colère, de transmettre des choses et de vivre les conflits. Et c'est peut-être là, justement, qu'on peut relire le sentiment de distance vis-à-vis d'eux, leur rigidité, leur absurdité apparente, leur tolérance à certaines violences. Pas parce qu'ils étaient fous du plomb, mais parce que leur manière de gérer l'affect, de transmettre la normativité, de répondre à la souffrance, elles se sont consolidées dans des contextes biologiquement, socialement et politiquement plombés, dans tous les sens du terme. Cet héritage, il ne s'est pas seulement inscrit dans des trajectoires individuelles, mais dans tout un climat générationnel. On peut le lire dans la manière dont s'est imposée une discipline scolaire centrée sur la sanction, dans la tolérance sociale à l'alcoolisation massive, ou encore dans la banalisation d'environnements de travail délétères où la fatigue et la douleur sont considérées comme normales. C'est une génération qui a façonné des cadres collectifs à partir des capacités de régulation abîmées et qui nous a transmis ces cadres en héritage comme allant de soi. Et en même temps, c'est normal, ils sont faits pour leur cerveau à eux, ces cadres. Ils n'ont pas de raison de penser que les cerveaux de leurs enfants vont être différents. Et c'est cette même empreinte qu'on retrouve dans la tolérance sociale à l'alcoolisation massive de la culture. Il y a plusieurs études longitudinales qui montrent que les individus les plus plombés dans leur enfance, ils ont un risque accru de 40% de développer une dépendance à l'alcool à l'âge adulte. Et là encore, c'est pas une culture de la boisson qui s'invente seule, mais c'est une vraie vulnérabilité biologique qui se traduit collectivement. Et c'est ce qui a été démontré de façon très solide par Michael White en 2011. Non, oui, alors, oui, pas ce Michael White là, celui-là. C'est pas le Michael White de la thérapie narrative, c'est un autre Michael White. Lui, il fait de la recherche en toxicologie, rien à voir. Il y en a un, il regarde votre narration, et l'autre, il regarde la gueule de votre foi. Je me dis qu'avec un peu de chance, prochaine vidéo, je trouve un troisième Michael White, et je pourrais lancer mon multivers. Bref, le constat est encore une fois le même dans la banalisation des environnements de travail délétères. Des cohortes nées avant l'interdiction de l'essence plombée montrent à l'âge adulte une probabilité plus élevée de maladies chroniques et de déficits exécutifs, ce qui s'est traduit par une adhésion à des modèles de travail plus punitifs et plus sacrificiels. L'empreinte biologique du plomb, elle se voit pas seulement dans des chiffres de l'échec scolaire ou des courbes de criminalité, elle se perçoit dans des styles de socialisation, des formes d'autorité, des seuils de tolérance à la violence. Elle a nourri une normativité qui nous paraît aujourd'hui brutale ou insensible, mais qui a été vécue comme la simple manière de tenir debout dans un monde saturé. Le saturnisme du XXe siècle, il a une gueule un peu différente de celui de l'Antiquité grecque. Les deux illustrent comment et pourquoi les parents dévorent leurs enfants et nous montrent que le temps fait changer à la violence les outils dont elle a besoin pour se propager. L'outil ultime de la violence du XXe siècle, c'est quand même la bagnole. Voilà. Sans surprise, c'est du coup aussi la bagnole qui va permettre de normaliser les violences d'une génération sur celle à qui elle a donné naissance, à travers ce que la bagnole recrache comme merde, en l'occurrence le plomb. Dans tous les cas, Saturne, ça reste avant tout le temps incarné en agresseur, en dieu cruel. Saturne, c'est le temps qu'il a fallu pour comprendre tout ça. C'est le temps perdu pour des générations entières, et c'est probablement le temps que ça prendra encore pour sortir des logiques qui continuent de nous empoisonner, et avec lesquelles, à notre tour, on empoisonnera peut-être nos enfants si on a la drôle d'idée d'en faire.